Paris, France. Septembre 2019. Léa Dubois avait toujours su exactement qui elle était. À 17 ans, elle traversait les couloirs du lycée Henri IV avec la tête haute, ses t-shirts vintage de groupe rock portés comme une armure, et ses cheveux courts délibérément coiffés d'une manière qui faisait murmurer les parents conservateurs lors des réunions. Elle était la seule élève ouvertement gay dans un établissement de près de 2000 personnes, et elle portait cette distinction comme un badge d'honneur. La plupart des matins, Léa arrivait tôt pour s'installer à sa place habituelle dans le coin de la bibliothèque près des fenêtres, où la lumière parisienne du matin illuminait les pages de n'importe quel roman qu'elle dévorait cette semaine-là. Aujourd'hui, c'était Le prix du sel de Patricia Highsmith, un livre recommandé par Madame Laurent, la seule enseignante qui semblait vraiment la comprendre. « Tu lis encore de la propagande gay, Dubois ?» La voix trancha le matin paisible comme un couteau. Léa n'avait pas besoin de lever les yeux pour savoir qui c'était. Chloé Moreau. Capitaine de l'équipe de volley, présidente du conseil des élèves et fille du pasteur Jean Moreau, dont la méga-église dominait le 16e arrondissement avec sa rhétorique conservatrice et son influence politique. Chloé était tout ce que Léa n'était pas, parfaitement polie, socialement acceptable et profondément, douloureusement enfermée. « Ça s'appelle de la littérature, Moreau », répondit calmement Léa, sans lever les yeux de son livre. « Tu devrais essayer un jour. Ça pourrait élargir ta vision étroite du monde. » La main parfaitement manucurée de Chloé s'abattit sur le livre de Léa, la forçant enfin à établir un contact visuel. Les yeux sombres de Chloé flamboyaient avec quelque chose que Léa ne pouvait pas tout à fait identifier. De la colère, certainement, mais quelque chose d'autre se cachait en dessous. Quelque chose qui faisait se serrer l'estomac de Léa d'une manière qu'elle ne voulait pas reconnaître. « Ma vision du monde va très bien », siffla Chloé, sa voix assez basse pour que la bibliothécaire n'entende pas. « Au moins, je n'exhibe pas mes choix de vie comme une sorte de monstre de foire. Tu aimes mettre tout le monde mal à l'aise ? Ou tu es juste désespéré d'attirer l'attention ?» Léa sentit la piqûre familière des mots de Chloé, mais elle avait appris depuis longtemps à ne pas montrer de faiblesse. « Je n'exhibe rien. J'existe juste. Désolée si mon existence t'offense. »« Tout en toi m'offense, » dit Chloé. Mais sa main s'attarda sur le livre de Léa un moment trop long, ses doigts effleurant presque ceux de Léa. Puis elle recula comme si elle s'était brûlée, attrapa son sac de créateur et s'éloigna d'un pas vif, son entourage d'amis, tout aussi polis, la suivant comme des chiots dressés. Léa la regarda partir, essayant d'ignorer la façon dont son cœur s'emballait chaque fois que Chloé était près d'elle. C'était humiliant de ressentir quoi que ce soit pour quelqu'un qui semblait détester son existence même. Mais il y avait des moments fugaces, impossibles, où Léa surprenait Chloé en train de la fixer, avec une expression qui ressemblait moins à de la haine qu'à de l'envie. Elle secoua la tête, écartant cette pensée. Chloé Moreau ne pourrait jamais être autre chose que son bourreau. C'était leur histoire, et rien ne la changerait. Le reste de la journée scolaire suivit un schéma prévisible. Léa assista à ses cours de terminale, déjeuna seule en lisant dans la cour extérieure, et endura les ricanements occasionnels ou les commentaires chuchotés. Elle s'était habituée à être une marginale, avait même appris à y trouver de la force. Ses parents la soutenaient, sa mère était avocate en droit civil et son père professeur de sociologie à la Sorbonne, et ils l'avaient élevée pour être fière de qui elle était, peu importe ce que les autres pensaient. Mais le tourment de Chloé était différent. C'était personnel, implacable, et d'une certaine manière plus douloureux que le malaise général de ses camarades de classe. Chloé faisait tout son possible pour rendre la vie de Léa misérable, du plateau accidentellement renversé à la cafétéria aux commentaires bruyants sur les choix de vie chaque fois que Léa passait. C'était comme si Chloé avait fait de la destruction de Léa sa mission personnelle. Ce que Léa ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que chaque mot cruel que Chloé prononçait était en réalité dirigé contre elle-même. Chaque insulte était une prière contre ses propres sentiments. Chaque humiliation était la tentative désespérée de Chloé de créer une distance avec la fille qui hantait ses rêves et lui faisait remettre en question tout ce qu'on lui avait appris à croire. Ce soir-là, Chloé était assise à la table du dîner dans le vaste hôtel particulier de sa famille dans le 16e, poussant la nourriture dans son assiette pendant que son père discutait de la prochaine conférence de l'Église sur les valeurs familiales traditionnelles. Sa mère acquiesçait avec enthousiasme, son collier avec une croix en diamant scintillant à la lumière du lustre,
tandis que ses frères aînés débattaient d'interprétations scripturaires avec la confiance d'hommes qui n'avaient jamais rien remis en question dans leur vie. « Chloé, tu sembles distraite, » dit son père, sa voix profonde commandant une attention immédiate. « Tout va bien au lycée ? » « Tout va bien, papa, » répondit automatiquement Chloé, peignant sur son visage le sourire parfait qu'elle avait maîtrisé au cours de 17 années en tant que fille du pasteur Moreau. « Je pense juste au tournoi de volley la semaine prochaine. »« C'est ma fille, » rayonna son père. « Toujours concentré sur ce qui compte. Ta mère et moi sommes si fiers de la façon dont tu représentes notre famille et notre foi. Tu es un exemple brillant de ce qu'une jeune femme pieuse devrait être. » Chloé sentit son estomac se tordre de culpabilité et de dégoût de soi. S'il savait seulement quelles pensées consumaient son esprit, s'il savait seulement que chaque nuit elle restait éveillée, à penser à une fille aux cheveux courts et aux yeux défiants. Une fille qui représentait tout contre quoi sa famille prêchait. Après le dîner, Chloé s'échappa dans sa chambre, un espace soigneusement aménagé avec des meubles blancs, des versets bibliques inspirants sur des panneaux décoratifs et des trophées de volley alignés sur les étagères. Elle verrouilla la porte, sortit son ordinateur portable et ouvrit le navigateur privé qu'elle utilisait pour ses recherches secrètes. Elle tapa « Comment arrêter d'avoir des sentiments pour quelqu'un ?» Puis l'effaça et tapa « Suis-je gay quiz ?» Puis l'effaça aussi, ses mains tremblant alors qu'elle fermait brutalement l'ordinateur portable. Elle ne pouvait même pas se résoudre à chercher des réponses en ligne, terrifiée que d'une manière ou d'une autre, sa famille découvre ses traces numériques. Au lieu de cela, elle sortit son journal, le seul endroit où elle se permettait d'être honnête, et écrivit « Je l'ai encore vue aujourd'hui. Léa. » Mon Dieu, même son nom semble dangereux à écrire. Je me suis dit que j'arrêterais de penser à elle. Je me suis dit que si j'étais assez cruelle, si je la repoussais assez fort, ses sentiments disparaîtraient, mais ils ne font que s'intensifier. Aujourd'hui, quand j'ai mis ma main sur son livre, j'étais si proche que je pouvais sentir son parfum, quelque chose de boisé et distinctement elle. Je voulais m'excuser, je voulais lui dire la vérité, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est dire des choses horribles parce que les mots sont le seul mur entre qui je suis et qui je suis censée être. Je me déteste. Je déteste que je la blesse, mais j'ai tellement peur de ce qui se passe si j'arrête. Parce que si je ne me bats pas contre elle, je me bats contre tout ce que j'ai jamais connu. Et je ne sais pas quelle bataille je suis censée gagner. Chloé ferma le journal et le cacha dans le double fond de son tiroir de table de nuit, à côté des autres choses interdites. Un dépliant froissé de la marche des fiertés qu'elle avait ramassé dans le marais, un article imprimé sur le coming out dans les familles conservatrices et une seule photographie qu'elle avait secrètement prise de Léa en train de lire sous un arbre pendant le déjeuner. Elle se noyait dans une mer de haine de soi et de désirs réprimés, et la seule personne qui pouvait la sauver était la même personne qu'elle détruisait un peu plus chaque jour. Octobre 2019. Le bal de rentrée approchait et le lycée Henri IV bourdonnait de l'excitation typique des traditions lycéennes. Des affiches annonçant le thème « Soirée enchantée » couvraient chaque espace mural disponible, et les élèves bavardaient sans fin sur les robes, les rendez-vous et les fêtes après. Léa n'avait aucune intention d'y assister. Les bals scolaires n'avaient jamais été son truc, et l'idée de regarder ses camarades de classe exécuter des rituels de cours hétérosexuels pendant qu'elle restait sur la touche ne l'attirait pas du tout. Au lieu de cela, elle avait prévu une soirée tranquille à la maison avec ses films préférés et son chat, Sappho. Mais Madame Laurent avait d'autres idées. « Léa, je dois te parler de quelque chose », dit l'enseignante d'anglais après le cours un vendredi après-midi. C'était une femme d'une 40aine d'années, avec des yeux gentils et un pain arc-en-ciel qu'elle portait malgré les plaintes occasionnelles de parents conservateurs. L'association GSA de l'école organise une présence au bal. Ils veulent montrer de la visibilité, faire savoir aux autres élèves LGBTQ+, qu'ils ne sont pas seuls. Je pense que tu devrais être là. Léa soupira. Madame Laurent, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais je ne suis pas exactement la bienvenue aux événements scolaires. Ma présence tend à mettre les gens mal à l'aise. Bien, répondit Madame Laurent avec un léger sourire. Le malaise est la première étape vers le changement. En plus, tu serais surprise de combien d'élèves t'admirent. Ton courage d'être toi-même, ça compte plus que tu ne le penses. Léa ne se sentait pas particulièrement courageuse. La plupart du temps, elle se sentait juste fatiguée, mais quelque chose dans les mots de Madame Laurent
toucha une corde sensible. Peut-être que la visibilité comptait. Peut-être que son existence, aussi inconfortable qu'elle rendait les gens, était importante. « Je vais y réfléchir », dit finalement Léa. « C'est tout ce que je demande », répondit Madame Laurent. « Et Léa ? Tu mérites de danser aussi. Ne laisse personne te dire le contraire. » Le lundi suivant, Léa se surprit à vraiment envisager d'assister au bal. Elle en parla à ses parents pendant le dîner, et tous deux offrirent immédiatement un soutien enthousiaste. « C'est merveilleux, chérie, » dit sa mère, tendant la main pour serrer celle de Léa. « Aimerais-tu inviter quelqu'un? Un rendez-vous, peut-être ?» Léa rit amèrement. « Bien sûr, parce qu'il y a tellement de filles ouvertement gays à Henri IV qui attendent juste d'être invitées au bal par la paria de l'école. »« Tu n'es pas une paria, » dit fermement son père. « Tu es courageuse, et n'importe qui aurait de la chance de t'accompagner. » Léa appréciait le soutien de ses parents, même s'il semblait parfois déconnecté de la réalité. Il vivait dans une bulle libérale de professeurs d'université et d'avocats progressistes. Il ne voyait pas les micro-agressions quotidiennes, l'isolement, la façon dont Chloé Moreau faisait de sa vie un enfer. Comme si elle avait été invoquée par les pensées de Léa, son téléphone vibra avec une notification. Quelqu'un l'avait taguée dans un post Instagram. Son estomac se serra même avant de l'ouvrir. C'était une photo de l'école ce jour-là. Un cliché candide de Léa en train de lire sur la pelouse pendant le déjeuner. Quelqu'un avait ajouté du texte. « La lesbienne résidente d'Henri IV cherche un rendez-vous pour le bal. Des candidats? On ne pense pas. Reste chez toi. Personne ne veut. » Le post avait déjà plus d'une centaine de likes. Les commentaires allèrent des emojis rieurs à des déclarations plus explicitement cruelles. Et là, parmi les commentaires, il y en avait un de Chloé Moreau officiel. Pourquoi quelqu'un voudrait emmener ça à un bal? Garder ce style de vie loin des gens normaux. Les mains de Léa tremblèrent alors qu'elle posait son téléphone. Elle avait développé une peau épaisse au fil des années, mais quelque chose dans cette cruauté particulière coupait plus profondément. Peut-être était-ce la nature publique, peut-être était-ce le mot « normal » utilisé comme une arme contre son humanité, ou peut-être était-ce le fait que quelque part, au fond d'elle, Léa avait nourri un espoir fou, impossible, que la haine de Chloé n'était pas réelle, que l'intensité de leurs interactions signifiait autre chose que de la pure animosité. Elle s'était trompée. Chloé fixait l'écran de son téléphone, relisant le commentaire qu'elle venait de poster. Son doigt planait au-dessus du bouton supprimer, mais ses amis répondaient déjà avec approbation, lui disant à quel point elle était drôle, comment elle avait totalement détruit Léa Dubois. Elle se sentait malade. « C'était sauvage, Chlo » rit sa meilleure amie Mélissa, se penchant pour regarder le téléphone de Chloé. Elles étaient chez Mélissa, censées étudier pour leur examen de chimie, mais surtout en train de potiner sur les plans du bal. « Je n'arrive pas à croire que Dubois envisage vraiment de venir au bal. Genre, lis la pièce, tu sais ?»« Ouais », dit faiblement Chloé, sa voix à peine audible par-dessus le rugissement dans ses oreilles. « Tu devrais totalement être reine du bal », continua Mélissa. « Tout le monde vote pour toi. Toi et Thomas auriez l'air parfaits ensemble sur cette scène. » Thomas Leclerc, quarterback vedette, leader du groupe de jeunes et petit ami officiel de Chloé depuis 6 mois. Il était beau, charmant, venait d'une bonne famille et cochait toutes les cases sur la liste approuvée de ses parents. Il était aussi mortellement ennuyeux, et Chloé ne ressentait absolument rien quand il l'embrassait. « Peut-être, » dit Chloé, fixant toujours son commentaire sur le poste de Léa. Elle regardait les likes grimper, 120, 130, 140. Chacun semblait être un autre clou dans un cercueil qu'elle construisait pour elle-même. « Ça va ?» demanda Mélissa, remarquant la distraction de Chloé. « Tu as été bizarre dernièrement. »« Je vais bien, » mentit automatiquement Chloé, juste stressée par le tournoi. Mais elle n'allait pas bien. Elle spiralait, se noyant dans la haine de soi et la confusion. Chaque chose cruelle qu'elle faisait à Léa était censée faire disparaître ses sentiments. Mais au lieu de cela, il ne faisait rien que s'intensifier. C'était comme si, en repoussant Léa, elle ne faisait que la rapprocher dans son esprit. Ce soir-là, Chloé était allongée dans son lit en faisant défiler le profil Instagram de Léa, quelque chose qu'elle faisait avec une fréquence honteuse.
Léa ne postait pas souvent, principalement des photos de livres qu'elle lisait, de son chat, de café qu'elle aimait, et des photos occasionnelles avec ses parents, lors de divers événements de justice sociale. Il y avait une photo de la Marche des Fiertés plus tôt cet été. Léa portait un débardeur arc-en-ciel et tenait une pancarte qui disait « L'amour est l'amour ». Son sourire sur la photo était radieux, sans garde, complètement libre. Chloé avait fixé cette photo particulière tant de fois qu'elle avait mémorisé chaque détail. La façon dont les yeux de Léa se plissaient quand elle souriait, la petite cicatrice sur son sourcil gauche, la courbe de son cou. Chloé voulait commenter quelque chose de gentil. Elle voulait s'excuser. Elle voulait expliquer que chaque mot cruel était en réalité dirigé contre elle-même. Au lieu de cela, elle ferma Instagram et ouvrit son journal. « Je suis une lâche et une hypocrite. Aujourd'hui, j'ai publiquement humilié la fille dont je suis secrètement amoureuse. J'ai regardé les likes arriver, regardé tout le monde célébrer ma cruauté. Et j'ai souri et fait semblant que ça faisait du bien. Mais ça ne faisait pas de bien. Ça faisait comme mourir. Parfois, je fantasme sur une vie différente. Une où je serais née dans une famille différente. Où je pourrais m'approcher de Léa et lui dire la vérité. Que je pense à elle constamment, que son courage me terrifie et m'inspire. Que je suis désolée pour chaque chose horrible que j'ai dite. Mais ce n'est pas ma vie. Ma vie, ce sont les services religieux du dimanche et la culture de la pureté et la surveillance constante. Ma vie, c'est maintenir une image qui devient de plus en plus étouffante chaque jour. Ma vie, c'est sortir avec un garçon que je n'aime pas tout en obsédant sur une fille que je ne peux jamais avoir. Je ne sais pas combien de temps encore je peux faire ça. Quelque chose va se briser. J'espère juste que quand ça arrivera, je ne nous détruirai pas toutes les deux dans le processus. Le bal de rentrée arriva par une fraîche soirée d'octobre. Le gymnase de l'école avait été transformé avec des lumières scintillantes, des tissus drapés et un thème ambitieux de forêt enchantée qui impliquait beaucoup trop de faux arbres et de guirlandes lumineuses. Léa arriva seule, portant un pantalon noir, une chemise bordeaux et ses Doc Martens préférés. Elle avait passé du temps supplémentaire sur son maquillage, subtil mais présent, et coiffé ses cheveux avec plus de soin que d'habitude. Si elle allait représenter la GSA, elle allait le faire à ses propres conditions. Elle trouva Madame Laurent près de l'entrée, accompagnée de 3 autres élèves de l'Alliance Gay Hétéro. Marc, un élève de première qui venait de faire son coming out comme trans l'année dernière, Amélie et Juliette, un couple de lesbiennes de terminale qui étaient ensemble depuis leur première année, et Daniel, un élève de seconde qui portait sa fierté bisexuelle avec une confiance discrète. « Tu es venue !» s'exclama Marc, prenant Léa dans ses bras. « Et tu es magnifique !»« Merci !» dit Léa, se sentant un peu plus confiante. Au moins, elle n'était pas seule. Ils entrèrent ensemble, un petit mais visible groupe d'élèves queer, revendiquant un espace dans ce qui avait historiquement été un événement hétéronormatif. Certains élèves sourirent et saluèrent de la main. D'autres firent semblant de ne pas les voir. Et quelques-uns fixèrent avec des expressions allant de la confusion au dégoût. Léa scanna la foule et repéra immédiatement Chloé. Elle était impossible à manquer dans une superbe robe bleu nuit qui épousait ses courbes et la faisait ressembler à quelque chose sorti d'un conte de fées. Ses cheveux étaient un coiffés en vagues élégantes, et elle portait une tiare, nominée pour reine du bal, bien sûr. Thomas se tenait à côté d'elle, sa main possessivement sur sa taille, et ils étaient entourés de leur entourage habituel. Pendant juste un moment, les yeux de Chloé rencontrèrent ceux de Léa à travers le gymnase bondé. Quelque chose vacilla dans son expression. Surprise? Peur? Autre chose? Avant qu'elle ne détourne rapidement les yeux et tire Thomas sur la piste de danse. « Ne la laisse pas t'atteindre », murmura Amélie, remarquant l'échange. « Elle ne vaut pas ton énergie. » Léa hocha la tête, mais ses yeux continuèrent de trouver Chloé tout au long de la soirée. Elle regarda Chloé danser avec Thomas, rire avec ses amis, et jouer le rôle de petite amie parfaite et de nominée pour reine du bal, avec une aisance pratiquée. Mais Léa remarqua aussi les moments où le sourire de Chloé s'effaçait, quand ses yeux devenaient distants, quand elle semblait être ailleurs complètement. Le DJ annonça qu'il était temps de couronner le roi et la reine du bal. Sans surprise, Thomas et Chloé gagnèrent. Ils se tinrent sur la petite scène,
pendant qu'une couronne étincelante était placée sur la tête de Chloé et des applaudissements remplissaient le gymnase. Thomas se pencha pour l'embrasser, leur moment de couple parfait pour la foule. Mais Chloé tourna la tête à la dernière seconde, de sorte que son baiser atterrit sur sa joue. C'était assez subtil pour que la plupart des gens ne le remarquent probablement pas. Mais Léa le remarqua. Léa remarquait tout ce qui concernait Chloé, même quand elle aurait préféré ne pas le faire. « Cette prochaine chanson est pour nos royautés du bal », annonça le DJ. « Une danse lente pour notre roi et notre reine. » Les premières notes d'une ballade romantique remplirent l'espace. Les couples se déplacèrent sur la piste de danse, se tenant l'un l'autre. Les amis de Léa de la GSA se dispersèrent. Marc vers la table des rafraîchissements, Daniel pour discuter avec des élèves de théâtre. Amélie et Juliette restèrent sur la piste, dansant lentement ensemble pendant que certains élèves fixaient, mais que la plupart l'acceptaient simplement. Léa se tenait seule sur les côtés, regardant mais ne participant pas. C'était ce à quoi elle s'était attendue, être présente mais séparée, visible mais intouchable. Puis elle sentit quelqu'un s'approcher par derrière. Léa. Elle se retourna pour trouver Chloé debout là, portant toujours sa couronne de reine du bal, ses yeux larges et désespérés et terrifiés. « Chloé, » répondit prudemment Léa, « tu ne devrais pas être en train de danser avec ton petit ami. La voix de Chloé se brisa. « J'ai besoin de te parler. S'il te plaît, pas ici. Dehors ?» Chaque instinct disait à Léa que c'était une mauvaise idée. Chloé n'avait rien fait d'autre que rendre sa vie misérable pendant des années. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de Chloé que Léa n'avait jamais vu auparavant, de la vulnérabilité, peut-être, ou du désespoir. Contre son meilleur jugement, Léa hocha la tête et suivit Chloé par une porte latérale dans la fraîche nuit d'octobre. Si vous êtes captivé par l'histoire de Léa et Chloé, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires d'amour LGBTQ+ émouvantes qui toucheront votre cœur. Elle se tenait dans la cour vide à l'extérieur du gymnase, la basse étouffée de la musique battant à travers les murs. Les mains de Chloé se tordaient nerveusement ensemble, sa couronne de reine du bal légèrement de travers, sa façade parfaite se fissurant enfin. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» demanda Léa, gardant ses distances. « Une autre opportunité de m'humilier ? Parce que j'en ai vraiment marre d'être ton punching ball. »« Non, » murmura Chloé. « Mon Dieu, je ne sais même pas comment dire ça. »« Alors, peut-être ne le dis pas, » dit Léa, se tournant pour rentrer. Elle en avait assez des jeux de Chloé. « Je suis désolée. » Les mots jaillirent de Chloé comme une confession, fort et désespéré. « Je suis tellement désolée, Léa. Pour tout. Pour chaque chose horrible que j'ai dite. Pour chaque fois où je t'ai blessée. Pour chaque... tout. » Léa s'arrêta, sa main sur la poignée de la porte, mais ne se retourna pas. « Excuse notée. Je peux y aller maintenant ? S'il te plaît ?» La voix de Chloé se brisa. « S'il te plaît, écoute juste. J'ai besoin de te dire la vérité. J'ai besoin de la dire à voix haute au moins une fois, même si tu me détestes pour toujours après. » Quelque chose dans le ton de Chloé fit se retourner Léa. Chloé pleurait, son mascara commençant à couler sur ses joues, sa perfection soigneusement construite se dissolvant. « La vérité sur quoi ?» demanda prudemment Léa. Chloé prit une respiration tremblante. « La vérité sur pourquoi j'ai été si cruelle envers toi. La vérité sur pourquoi je ne supporte pas d'être dans la même pièce que toi. La vérité sur pourquoi tu me rends si en colère et effrayée et confuse que je ne sais pas quoi faire d'autre que te repousser. »« Chloé, je suis gaie, » interrompit Chloé, les mots se précipitant. « Je suis gaie, et je suis terrifiée, et je suis amoureuse de toi depuis la seconde, et je me déteste pour ça. Et je te déteste pour me faire ressentir ça. Sauf que je ne te déteste pas du tout. Je déteste que je ne puisse pas être toi. Je déteste que tu sois assez courageuse pour être toi-même alors que j'ai trop peur d'admettre la vérité même à moi-même la plupart du temps. Je déteste que chaque fois que je te regarde, je veux des choses que je ne suis pas censée vouloir. Je déteste que j'ai passé 2 ans à blesser la personne que j'aime réellement parce que je suis trop lâche pour faire face à mes propres sentiments. » Léa fixait Chloé, incapable de traiter ce qu'elle entendait. Ça devait être une sorte de blague élaborée, ou un rêve fiévreux. Il n'y avait aucun moyen que Chloé Moreau, parfaite, populaire, vicieusement hétéro Chloé Moreau, soit là à confesser être gaie et amoureuse d'elle. « Dis quelque chose, » supplia Chloé. « Crie sur moi. »
Dis-moi que je suis une horrible personne. Dis-moi que tu me détestes. Juste, dis quelque chose. Je ne... Léa lutta pour former des mots. Je ne comprends pas. Tu as fait de ma vie un enfer. Tu m'as publiquement humiliée encore et encore. Tu m'as traité de monstre. Tu as dit aux gens de rester loin de mon style de vie. Et maintenant tu dis que c'était tout parce que tu... Quoi? Tu as le béguin pour moi? Pas un béguin, dit désespérément Chloé. C'est tellement plus que ça. Tu es tout ce à quoi je pense. Quand je suis avec Thomas, je pense à toi. Quand je suis à l'église, je pense à toi. Quand j'essaie de dormir, je pense à toi. Tu es dans ma tête constamment et ça me rend folle. Donc tu as décidé de me harceler? La voix de Léa monta avec colère. C'était ta solution? Me rendre misérable parce que tu ne pouvais pas gérer ta propre sexualité? Je sais, sanglota Chloé. Je sais à quel point c'est terrible. Je sais qu'il n'y a pas d'excuse. Mais j'ai été élevée pour croire que les gens comme nous, comme moi, sont mauvais. Pécheurs. Brisés. Tu sais ce que prêche mon père? Que l'homosexualité est un choix, un échec moral, quelque chose qu'on peut faire disparaître par la prière. J'ai passé toute ma vie à essayer d'être la fille parfaite, la chrétienne parfaite, l'exemple parfait. Et puis tu es arrivé, juste en existant, juste en étant toi-même, et ça m'a fait remettre en question tout. Ce n'est pas mon problème, dit froidement Léa, même si son cœur s'emballait de confusion et de colère, et quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Tu n'as pas le droit de torturer quelqu'un pendant des années, et ensuite t'attendre à ce qu'il te réconforte quand tu finis par comprendre qui tu es. Je ne demande pas de réconfort, dit Chloé, essuyant ses larmes. Je ne demande pas de pardon. Je sais que je ne mérite ni l'un ni l'autre. J'avais besoin que tu saches la vérité. J'avais besoin de la dire à voix haute. Parce que peut-être que si je suis honnête avec toi, je peux commencer à être honnête avec moi-même. Léa voulait partir. Elle voulait dire à Chloé exactement ce qu'elle pensait de sa lâcheté et de sa cruauté, mais elle ne pouvait pas bouger, parce que malgré tout, malgré des années d'humiliation et de douleur, il y avait une partie de Léa qui s'était toujours demandé si la haine de Chloé cachait autre chose. « Pourquoi maintenant ?» demanda Léa. « Pourquoi ce soir ?»« Parce que je t'ai vue entrer avec tes amis, l'air si confiante et libre, et j'ai réalisé que j'ai vécu un mensonge. Je suis là debout dans une couronne et une robe, jouant le rôle de reine du bal, avec un petit ami que je n'aime pas, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point je donnerais n'importe quoi pour échanger de place avec toi, pour avoir ton courage, pour vivre authentiquement au lieu de jouer pour tout le monde autour de moi. » Chloé fit un pas plus près. « Et parce que je ne peux pas continuer à faire ça, je ne peux pas continuer à te blesser, je ne peux pas continuer à me blesser. Quelque chose devait changer, et je savais que si je ne disais pas ça ce soir, je ne le ferais jamais. » L'esprit de Léa tournait. Une partie d'elle voulait embrasser Chloé, lui dire que tout irait bien. Mais une plus grande partie était encore en colère, encore blessée, encore incapable de réconcilier la Chloé qui l'avait tourmentée avec la Chloé qui se tenait ici en train de confesser son amour. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» demanda finalement Léa. « Quel résultat espères-tu ?»« Rien, » dit tristement Chloé. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends pas à ce que tu ressentes autre chose que de la haine pour moi. Je voulais juste que tu saches que chaque chose horrible que j'ai dite était un mensonge. Tu n'es pas un monstre, tu n'as rien de mal. Tu n'es rien d'autre que belle et courageuse et exactement qui tu devrais être, et je suis désolée qu'il m'ait fallu si longtemps pour l'admettre. » Avant que Léa ne puisse répondre, la porte du gymnase s'ouvrit brusquement. Thomas apparut, son visage rouge de colère. « Te voilà !» cria-t-il à Chloé. « Tu as disparu pendant notre chanson. C'est quoi ce bordel, Chloé ?» Chloé essuya rapidement ses larmes et redressa sa couronne. « J'avais juste besoin d'air. Désolée. » Les yeux de Thomas se posèrent sur Léa avec dégoût. « Pourquoi tu es dehors avec elle, Jésus, Chloé? Qu'est-ce que les gens vont penser ?»« Est-ce que ça compte ?» demanda doucement Chloé. « Bien sûr que ça compte. » Thomas attrapa le bras de Chloé. « Allez. Les gens commencent à parler. » Chloé jeta un regard en arrière à Léa, ses yeux pleins d'excuses et d'envie et de résignation. Puis, elle laissa Thomas la tirer à l'intérieur, de retour à la fête, de retour à sa performance. Léa resta seule dans la cour pendant longtemps, essayant de traiter ce qui venait de se passer. Chloé était gaie.
Chloé était amoureuse d'elle. Chloé avait passé des années à la tourmenter à cause de l'homophobie internalisée et de la pression familiale. Ça aurait dû faire sentir Léa justifiée, ou satisfaite, ou quelque chose de positif. Au lieu de cela, elle se sentait juste vide et confuse, et étrangement le cœur brisé pour elles deux. Novembre 2019. Après la confession au bal, tout changea et rien ne changea simultanément. À l'école, Chloé continua à maintenir son image parfaite, présidente du conseil des élèves, capitaine de volley, petite amie de Thomas. Elle arrêta de faire des commentaires cruels sur Léa, mais elle ne reconnut pas non plus son existence. C'était comme si elles étaient devenues des étrangères qui ne s'étaient jamais parlé. Mais Léa ne pouvait pas arrêter de penser à cette nuit, aux larmes de Chloé et à sa confession désespérée, à la douleur dans ses yeux quand Thomas l'avait traînée à l'intérieur, à la possibilité que la haine de Chloé n'avait jamais été de la haine du tout. Tard dans la nuit, Léa se retrouvait à faire défiler l'Instagram de Chloé, étudiant les photos pour des indices qu'elle avait manqués. Le sourire de Chloé n'atteignait jamais vraiment ses yeux dans les photos avec Thomas. Son langage corporel était toujours légèrement raide, légèrement distant. Comment Léa ne l'avait-elle jamais remarqué avant? Un vendredi soir à la mi-novembre, Léa travaillait son quart au Café de Flore, un petit café près de la Sorbonne où elle travaillait à temps partiel depuis sa seconde. Elle essuyait des tables quand la cloche au-dessus de la porte tinta. Chloé entra, seule, portant un jean et un simple pull, pas de maquillage, cheveux en chignon désordonnés, ressemblant plus à une adolescente normale que Léa ne l'avait jamais vue. Leurs yeux se rencontrèrent, et Chloé se figea comme si elle allait se retourner et courir. Mais après un moment, elle s'approcha du comptoir. « Salut » dit doucement Chloé. « Salut » répondit Léa, posant son chiffon. « Qu'est-ce que je peux te servir ? Juste un café. Noir. » Léa leva un sourcil. « Pas de latte fancy ? Pas de situation pumpkin spice ?» Un fantôme de sourire traversa le visage de Chloé. « J'essaie quelque chose de différent. » Léa prépara le café en silence, intensément consciente des yeux de Chloé sur elle. Le café était presque vide, juste un autre client travaillant sur un ordinateur portable dans le coin. Quand Léa tendit la tasse, leurs doigts se frôlèrent de brièvement, et Chloé recula comme si elle s'était brûlée. « Léa, est-ce qu'on peut parler ?» demanda Chloé. « S'il te plaît. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais il y a une table au fond, » interrompit Léa. « Ma pause est dans 5 minutes. » Chloé hocha la tête avec gratitude et se retira dans le coin arrière. Léa finit ses tâches, dit à son collègue qu'elle prenait 15 minutes et rejoignit Chloé à la table. « Je ne savais pas que tu travaillais ici, » dit Chloé. « Pourquoi le saurais-tu ? Tu n'as jamais rien demandé sur ma vie. »« C'est juste, » reconnut Chloé. Elle enroula ses mains autour de sa tasse de café, ne la buvant pas. « J'ai pensé à ce que j'ai dit au bal. À comment je t'ai juste tout déversé dessus, et ensuite j'ai disparu. Ce n'était pas juste. »« Rien de tout ça n'est juste, » dit Léa sèchement. « Tu m'as torturée pendant des années, Chloé. Tu m'as fait me sentir comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai pleuré à cause de choses que tu as dites ? Combien de fois je me suis demandé si être out en valait la peine ? » Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. « Je sais. Et je me déteste pour ça. Chaque jour, je me déteste. Arrête de faire de ça ta douleur, » dit Léa avec acuité. « Tu n'as pas le droit d'être la victime ici. »« Tu as raison, » murmura Chloé. « Je suis désolée. Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être honnête. J'ai menti depuis si longtemps. Je sais à peine à quoi ressemble la vérité. » Léa soupira. Malgré sa colère, elle ressentit une sympathie réticente. Elle se souvenait de son propre parcours de coming out, à quel point ça avait été terrifiant, même avec des parents qui la soutenaient. Elle ne pouvait pas imaginer le vivre avec la famille de Chloé. « Pourquoi es-tu venue ici ?» demanda Léa. « Je suis venue ici pendant des semaines, » admit Chloé. « J'ai découvert que tu travaillais ici, et j'ai été assise dans ma voiture dehors, essayant de trouver le courage d'entrer. Aujourd'hui, je l'ai finalement fait. » « C'est un peu stalker, Chloé. »« Je sais, » dit misérablement Chloé. « Je sais que je suis un désastre, je sais que je gère tout ça mal, mais je ne sais pas comment faire autrement.
Tu es la seule personne ouvertement gay que je connais, la seule personne qui pourrait comprendre. Donc maintenant je suis censée être ton mentor gay? Demanda incrédule Léa. Te guider dans ton parcours de coming out, après que tu aies passé des années à rendre le mien misérable? Non, dit rapidement Chloé. Ce n'est pas ce que je demande. Est-ce que je peux juste être honnête avec toi? Surtout, ce que je ressens? Léa voulait dire non. Elle voulait se protéger de toute manipulation émotionnelle que cela pourrait être. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de Chloé, une vulnérabilité brute mélangée à un espoir désespéré, qui la fit hésiter. « D'accord, » dit-elle enfin. « Sois honnête. » Chloé prit une profonde inspiration. « Je sais que je t'ai blessée. Chaque insulte, chaque humiliation s'était dirigée contre moi aussi. Parce que je ne savais pas comment gérer ce que je ressentais pour toi, j'étais terrifiée. J'ai passé des années à essayer de me convaincre que je n'étais pas comme ça, que c'était un péché, une erreur. Mais te voir être libre, fière, authentique, ça m'a fait réaliser combien je me mentais à moi-même. » Léa fixa Chloé, essayant de comprendre cette confession bouleversante. « Et maintenant, que veux-tu faire de tout ça? Je veux être vraie. Avec toi, avec moi-même, avec le monde. Mais j'ai peur. Peur de perdre ma famille, mes amis, mon avenir. Je ne sais pas comment le faire, mais je sais que je ne peux plus continuer à vivre dans le mensonge. » Un silence s'installa entre elles, lourd de non-dits et d'émotions confrontées. « Tu as fait mal, » dit Léa doucement. « Mais je crois que tu peux guérir. Toi et moi, on pourrait guérir, mais ça demandera du temps et beaucoup de courage. » Chloé hocha la tête, les yeux brillants de larmes contenues. « Je suis prête à essayer. Avec toi. » Si vous êtes touché par l'histoire de Léa et Chloé, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires d'amour LGBTQ+, profondément émouvantes, qui vous toucheront au cœur. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'authenticité et le courage valent toujours la peine, même si le chemin est difficile. Au fil des mois suivants, Léa et Chloé construisirent lentement une nouvelle relation basée sur la vérité et l'acceptation. Leur amitié devint un refuge, un espace sécurisé où elles pouvaient explorer leurs sentiments sans peur du jugement. Chloé fit le choix difficile de briser avec Thomas quand la saison de volley fut terminée et commença à préparer son départ pour l'université de Lyon, où elle espérait trouver un environnement plus accueillant. Quant à Léa, elle termina son année en étant une figure de soutien pour d'autres jeunes LGBTQ+, dans leur lycée, animant un groupe d'entraide et sensibilisant aux difficultés que vivent certains à cause de préjugés et de pression familiale. Les retrouvailles, les premières fois sans peur, les hésitations, les pleurs et les rires partagés forgeaient un avenir prometteur. Le jour de la remise des diplômes, à Paris, au sein de la majestueuse Sorbonne, Léa chercha Chloé du regard. Lorsqu'elles se retrouvèrent, leurs regards s'illuminèrent d'un amour discret mais puissant. Elles avaient traversé tant d'épreuves, pensa Léa. Mais elles avaient grandi, changé, et désormais libres. Pour suivre le parcours de Léa et Chloé, ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour toutes celles et ceux qui cherchent le courage d'être soi-même, ces histoires sont faites pour vous. Partagez, likez et laissez-vous toucher par l'amour authentique.